j'ai tout de suite fait des assez bons résultats et après je suis montée sur le circuit national entre guillemets pour les grands. Ça s'est plutôt bien passé. Ensuite je suis arrivée sur le circuit européen où pareil ça s'est bien passé et du coup j'ai été qualifiée pour faire 2 fois les Jeux Olympiques. J'ai fait mes premières Coupes d'Europe, il me semble à l'âge de 14-15 ans. On s'entraîne vraiment que pour performer sur le circuit Coupe du Monde. Ok, bah écoute, puisque tu insistes, on va aller directement à la Coupe du Monde. Par exemple, je peux pas me permettre de prendre un logement à moi. J'habite encore chez mes parents. Je peux pas me permettre. Nice! Hello l'équipe, comment ça va? C'est JN, donc Jean-Noël Crétinoir. On se retrouve aujourd'hui avec Camille Cabrol, qui est spécialiste du ski de boss. Ski à boss, pas ski de boss. On dit. Ski de boss. Ski de boss, impeccable. Ouais. Donc Camille a un parcours juste incroyable. Comme vous le savez, on a pu recevoir des consultants qui travaillent avec France Télévisions, quand même pour sous l'équipe. On a aussi reçu des sportives en boxe, en patinage artistique, qui ont fait les jeux d'hiver, les jeux d'été. Et là, on reçoit Camille, du coup, qui est sur du ski de boss. Ok. Peux-tu nous dire rapidement, Camille, quel est ton plus gros résultat? Voilà, en quelques mots, avant qu'on commence le début. Bonjour à tous, moi c'est Camille Cabrol et du coup ma discipline c'est le ski de boss, donc c'est une discipline d'hiver et mon plus gros résultat je dirais que c'est cet hiver j'ai fait un top 7 en Coupe du Monde, donc j'ai terminé 7e à une Coupe du Monde et c'est pour le moment mon plus beau résultat, mais j'espère aller chercher mieux dans les années à venir. Nice, c'est vrai. Et en plus derrière on voit qu'il y a un maillot avec le logo olympique. Il y a mes deux départs olympiques. Ouais, il y en a 2. Ok, nice, impeccable, nice. Bah écoutez, si vous voulez voir justement ce qui va se faire dans cet épisode, alors abonnez-vous à la chaîne YouTube JN Crétinoir. Mettez des commentaires en fonction de ce qu'on pourra dire durant cet échange. Et bien sûr, mettez la cloche et le pouce bleu. Nice, du coup Camille, comment as-tu commencé? As-tu commencé par le ski de boss directement ou alors as-tu fait d'autres sports auparavant? Non, j'ai pas du tout commencé par le ski de boss. J'ai d'abord fait pendant longtemps du patinage artistique. Et ensuite, je me suis tournée... j'habite en station, donc on fait du ski depuis tout petit, souvent quand on habite en station. Et du coup, j'ai commencé aussi par le club de ski alpin. Et c'est seulement vers l'âge de 10-11 ans que je me suis tournée vers les bosses parce que mon grand frère, lui, faisait des bosses et du coup, je l'ai un peu suivi. Donc, tu habites en station. C'est quelle station exactement? Moi, j'habite à Megève, en Haute-Savoie. C'est entre Albertville et Chamonix. D'accord, ok, nice, ok, super sympa. Donc du coup c'est un peu le sport local. En fait c'est assez accessible. C'est un peu comme qu'on va faire de l'athlétisme quand on est aux Antilles, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est vrai que tous les jeunes font, une bonne partie des jeunes ici commencent par le ski club de leur station. Moi, j'ai la chance d'avoir un gros club des sports à Megève qui m'a permis de me tourner après vers le ski de boss parce qu'il y a très peu de clubs de ski de boss en France. Et du coup, j'ai la chance de venir d'une station où il y a un gros club et qui m'a permis de tester ce sport qui m'a tout de suite plu et qui m'a amené là où je suis aujourd'hui. Ah, incroyable. Et qu'est-ce qui t'a plu du coup dans le ski de boss? Au début, j'y allais parce qu'on était une bonne bande de copains et du coup, c'était les entraînements les mercredis après-midi, les week-ends et pendant les vacances et on s'amusait bien. L'ambiance un peu freestyle à la cool, ça m'a beaucoup plu. J'ai toujours été un peu casse-cou aussi, donc faire des sauts et tout ça m'a plu aussi. Okay. Et c'est vraiment une globalité qui fait que je me suis bien retrouvée dans ce sport
et il me l'a plutôt bien rendu pour le moment. Ok, nice. Rebecca, vers 10-11 ans, tu commences dans le ski de boss. Tu as commencé avec justement des entraînements, avec des compétitions la première année, ou ça s'est passé comment? Euh, je me souviens plus très bien, mais non, il me semble que la première année, j'ai pas fait de compétition. J'ai juste, je me suis juste entraînée avec le club les jours d'entraînement. Donc souvent c'était le mercredi, les week-ends et pendant les vacances scolaires. Et ouais, il me semble pas que la première année j'ai fait des compétitions. J'ai dû commencer l'année d'après. Et du coup, j'ai commencé par des compétitions entre guillemets jeunes où les pistes sont un peu plus adaptées pour les plus jeunes, quoi. Et, euh, et j'ai tout de suite fait des assez bons résultats. Et après, je suis montée sur le circuit national entre guillemets pour les grands. Où pareil, ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, je suis arrivée sur le circuit européen. Où pareil, ça s'est bien passé. Et Ok. j'ai commencé à Ok, faire des ok. Coupes du Monde. Et du coup, j'ai été qualifiée pour faire 2 fois les Jeux Olympiques. Waouh. Alors je pense qu'on va faire une petite avance étape par là parce que là ça allait très très vite. Ouais. Alors, déjà, pour ceux qui ne connaissent pas, peux-tu décrire un peu le ski de boss? Parce qu'on sait qu'il y a Ouais. différentes disciplines en ski. C'est quoi la différence, la particularité du ski de boss par rapport à d'autres disciplines qui intègrent les skis? Du coup, le ski de boss, c'est une discipline freestyle. Donc, c'est un champ de boss, donc avec des petites bosses où on skie et 2 grosses bosses où on fait des sauts avec des figures. Ok. Et c'est un sport de jugement, donc c'est noté. Il y a 60% de la note, c'est pour le style qu'on a en ski. 20% de la note, c'est les acrobaties, donc sur les 2 sauts qui se trouvent un peu au milieu de la piste. Et les 20% restants, c'est le chronomètre. Et donc ça, c'est jugé Wow. par des juges qui nous regardent en bas de la piste. Et à la fin, on obtient une note sur 100. Et celui qui a la meilleure note, c'est celui qui gagne. Et C'est ensuite, pas comme ça. ouais, il y a deux sortes de disciplines. Donc ça, c'est la première discipline, c'est les bosses en single. Donc on descend tout seul la piste. Il y a personne à côté de nous. Il y a juste les juges qui nous regardent en bas. Et ensuite, il y a aussi le duel. Donc ça, c'est des tableaux qui sont faits pour avoir des braquettes. Et on se retrouve à descendre un contre un. Donc chacun dans une trace. Et le but, c'est d'arriver souvent en bas en premier, mais aussi de faire quand même un plus beau run que celui qui est à côté de nous, avec des plus beaux sauts et plus rapides. C'est incroyable. En fait, c'est à la fois artistique et en même temps de la performance. Oui, Euh, voilà. si on fait la comparaison avec la gymnastique, il y a d'un côté la GR, donc la gymnastique rythmique, avec les cerceaux, les ballons, les rubans, etc. Et de l'autre côté, il y a la gym artistique, qui est plutôt axée sur la performance avec les agrès, etc. Et du coup, là, concrètement, le ski de boss allie les deux, à la fois le côté artistique et le côté performance. Ça, je l'apprends aujourd'hui. Parce que même si je fais mes recherches, il y a des choses en fait qui sont assez spécifiques à ta spécialité. C'est super intéressant. Et qu'est-ce qui fait que tu as été, on va dire, peut-être performante dès très jeune? Moi, j'ai la chance d'être une très bonne skieuse de base. Enfin, j'ai la chance. Je sais pas si c'est une chance ou si c'est parce que j'ai travaillé. Mais j'ai on va dire, des bonnes bases en ski, notamment en ski alpin, ce qui fait que quand je suis arrivée dans les bosses, j'ai assez vite compris la technique et j'ai un style assez joli à regarder. Et le style de ski, c'est quand même 60% de la note, donc je pense que ça m'a beaucoup aidé à performer assez vite parce que le plus gros de la note, c'est là où j'étais la meilleure et du coup je pense que ça m'a aidé et du coup j'ai eu plus de facilité que certaines peut-être à améliorer ma technique de ski puisque je partais avec de bonnes bases. Ok, nice. Tu as parlé des Coupes d'Europe, Coupe du Monde et JO. Mais avant ça, je pense qu'il y a quand même peut-être des championnats régionaux, des championnats de France également. Nous, en fait, on est une toute petite discipline en France. Donc, il n'y a pas vraiment
De championnats régionaux, dès qu'on arrive, vu qu'il y a très très peu de clubs, souvent quand on commence les compétitions, on est directement sur le circuit national. Oui, effectivement. Du coup, ça fait que d'abord il y a les circuits nationaux jeunes. Donc quand t'es, je sais plus exactement jusqu'à quel âge c'est, mais il me semble que c'est avant de rentrer jusqu'au fin collège, t'es sur les circuits nationaux jeunes où là, par exemple, il y a qu'un seul saut. Donc la piste est un peu adaptée pour les plus jeunes. Et ensuite, tu passes sur le circuit national adulte entre guillemets, où là c'est des vraies pistes comme on peut avoir après sur les circuits internationaux. Et ensuite, une fois qu'on performe sur ce circuit, on monte assez vite en Coupe d'Europe parce que comme je te le disais, il n'y a pas beaucoup c'est une petite discipline en France et du coup, c'est vrai qu'on est assez vite projeté sur les Coupes d'Europe. Et ensuite, une fois qu'on performe sur les Coupes d'Europe, pareil, on peut assez vite monter sur les Coupes du Monde. Et après, on a la chance d'avoir pas mal d'étapes en France de Coupe du Monde, ce qui fait que les jeunes de Coupe d'Europe peuvent venir. Souvent, ils sont invités à venir se confronter aux athlètes de Coupe du Monde sur les étapes françaises, ce qui fait que ça donne de l'expérience et ça permet de voir un peu où on en est pour ensuite pouvoir monter souvent l'année d'après ou 2 ans plus tard. Non, c'est super intéressant puisque en France, on a la chance d'avoir les Alpes avec plusieurs espaces skiables, des stations skiables, dont des très connus qui sont connus mondialement. Par rapport à ça, c'est super intéressant pour l'aspect, effectivement. Tu as dû arriver assez rapidement sur des Coupes d'Europe. Les Coupes d'Europe se passent en France, mais se passent où à part la France quand c'est à l'étranger? Il y a beaucoup d'étapes scandinaves, donc en Suède et en Finlande. Ensuite, il y a quelques étapes en Italie et en Suisse. Et c'est les principales étapes, les principaux pays organisateurs qui reviennent quasi tous les ans. Ok. Et du coup, ça fait un circuit. Tous les hivers, il y a un circuit de une dizaine de dates où on fait du coup le tour de l'Europe pour faire ces compétitions pendant l'hiver. Super intéressant. Et à ce niveau-là, en fait, t'es arrivé en Coupe d'Europe à partir de quel âge à peu près? Puisque on part de 10-11 ans, après 12 ans de compétition. Je pense que j'ai fait mes premières Coupes d'Europe, il me semble, à l'âge de 14-15 ans. Donc c'était quand même assez rapide. Mais effectivement. Assez rapide. Après, comme je le disais, en France, c'est vraiment une discipline qui est assez petite. Du coup, c'est vrai que notamment chez les filles, il n'y a pas beaucoup de filles. Ce qui fait que on peut, si ça se passe bien pour nous, on peut vite se faire trop mûr, on va dire, sur les circuits du dessus. D'accord. Ok, c'est super intéressant. Alors, même s'il y a beaucoup de gens en France, comme tu dis, dans le secteur féminin, il y a encore moins de personnes que sur le côté masculin. Mais malgré tout, il faut quand même être minimum talentueux, avoir un minimum de résultats pour partir en Suède, en Finlande, ou alors dans toute l'Europe quand même. Donc, ouais, c'est sûr qu'ils emmènent, le staff n'emmène pas n'importe qui. Il faut quand même avoir des bonnes bases et que on est, avoir le niveau de faire quand même des bons résultats parce que emmener des gens faire le tour de l'Europe pour skier, ça coûte cher. Et du coup, ils emmènent pas n'importe qui et il y a des sortes de mini sélections qui sont faites tous les ans pour savoir qui mérite le plus puisque les places sont limitées sur les circuits internationaux. Du coup, tous les ans, il y a des sortes de petites qualifications pour savoir qui mérite le plus à cette période de l'année pour pouvoir ramener le plus de résultats possible et que ce soit le plus efficace possible pour tout le monde, quoi. Et la France est bien classée, j'espère, par rapport à oui, on est une très bonne nation. Que ce soit en Coupe d'Europe ou même en Coupe du Monde, on est une nation assez forte
et du coup, c'est plutôt cool. Ah, c'est bon signe, c'est bon signe. Quand tu es en Coupe d'Europe, quel est le niveau par rapport à toi? Est-ce que tu ressens, on va dire, cette difficulté avec d'autres adversaires? Ou alors tu estimes que c'est un niveau qui te correspond ou t'es pas forcément plus stressé que ça? Bah moi, du coup, ça fait très longtemps enfin très longtemps. Ça fait quelques 14 années que ans? je suis que je suis plus sur le circuit Coupe d'Europe parce que nous c'est pas par exemple comme en athlétisme où à chaque fois on peut participer au championnat enfin où les championnats d'Europe ou les coupes d'Europe c'est des choses importantes. Nous souvent une fois qu'on passe sur le circuit Coupe du Monde et que ça se passe bien sur le circuit Coupe du Monde, on s'entraîne vraiment que pour performer sur le circuit Coupe du Monde. Donc des coupes d'Europe ça fait quelques années que j'en ai pas fait mais D'accord. je dirais Ok. que c'est vraiment une porte d'entrée et un passage important dans la progression pour pouvoir performer sur le circuit Coupe du Monde après. Ok, ben écoute, puisque tu insistes, on va aller directement à la Coupe du Monde. Ok, ok. Donc du coup, Camille, les Coupes du Monde, ça se passe en général sur quel pays, quel circuit? Pour rappel, c'est la France, la Suède, la Finlande, l'Italie et la Suisse, comme quoi je t'écoute, Ouais. hein, voilà. Et, euh, et du coup, pour les Coupes du Monde, ça se passe où? À part la France, parce qu'a priori, la France, c'est un gros spot. Ouais. Bah pareil, il y a quand même pas mal de dates en Europe, donc France, Suède, Finlande, Suisse, Italie. Après, il y a les dates en Amérique, donc États-Unis et Canada. Et il y a quelques années, il y avait le Japon aussi, mais ça fait un moment qu'il est plus sur le calendrier. Il y a la Chine, le Ok. Kazakhstan, Ah, mais quand même. La Géorgie. Et je crois que c'est tout à peu près. Là, c'est pas mal quand même. C'est pas Oui, mal. oui, oui. Ouais, Ok, c'est à peu près, on va dire, un peu moins de 10 pays. Ouais, quasiment 10 pays. ouais, à Ah, peu près, ouais. et ça se passe de quel mois à quel mois sur la saison? Bah nous, une saison, ça commence début décembre Ok. jusqu'à les dernières dates, c'est mi-mars, fin mars à peu près. Mi-mars, fin mars. Ok, donc c'est à peu près 4 mois. Ouais, bah ouais, à peu près. Durant ces 4 mois qu'il faut que tu performes à fond, que tu sois au top du top Ouais, pour aller chercher bah le match. Mhm. ouais, c'est ça. À partir de, en gros, moi, faut que je sois en forme de la première compétition qui est début décembre jusqu'à la dernière qui est bah, fin mars. C'est court, mais en même temps, c'est long parce que sur très peu de mois, il y a beaucoup de compétitions, donc faut réussir à tenir le rythme, à tenir toute la saison de compétition. Et c'est sur ces 4 mois qu'il faut que je sois le plus en forme possible. Tu sens vraiment du coup la différence de niveau entre les coupes d'Europe et les coupes du monde? Ouais, carrément, il y a quand même un gros gap. Parce que dans notre sport, notamment chez les filles, les nations les plus fortes, c'est les nations américaines, donc les États-Unis et Canada. Donc les japonaises aussi sont très fortes et c'est des nations qu'on n'a pas quand on est sur le circuit Coupe d'Europe. Ouais, Donc c'est vrai. c'est vrai que bah oui, il y a quand même un gap de niveau et on le ressent un peu. On le ressent un peu quand on arrive sur les premières Coupes du Monde. Souvent, on est un peu à la rue, entre guillemets, et il faut se mettre à la page pour pouvoir faire sa place. Ok. Et comment tu te prépares du coup pour être au top de ta performance lors des Coupes du Monde, dès début décembre? Et ben, on fait beaucoup de préparation physique. Donc, tout l'été, on travaille beaucoup en musculation. On travaille aussi les acrobaties en trampoline. Et en water jump, on saute dans le lac avec des skis aux pieds pour un peu imiter Ah, c'est stylé. ouais, les sauts qu'on peut faire l'hiver et pour apprendre les nouveaux sauts aussi. Et si les conditions le permettent, on va aussi sur les glaciers ou en hémisphère sud pour skier sur de la vraie neige
avant de reprendre la saison Pendant de l'été. compétition. Ouais. Waouh, ok, ok. Et quand tu vas dans l'hémisphère sud, c'est vers quel pays, par exemple? Bah, on a déjà fait l'Australie, mais là, ces dernières années, on va à Ushuaia. C'est en Argentine. Oh, incroyable, Ouais. incroyable. Ah, c'est magnifique. Là, tu fais rêver beaucoup de gens. Concrètement, mettez des flammes dans les commentaires pour Camille, parce que littéralement, là, personnellement, elle me fait rêver. Si elle me fait rêver, vous devez mettre des flammes, ok? Incroyable. Incroyable. Ok, ok. Waouh! Donc, soit Australie, soit Ushuaia Ouais, en Argentine. ouais. Et du coup, c'est des stages, j'imagine, qui sont financés par la Fédération française de ski. Bah, une partie est financée par la Fédération française de ski, mais on doit quand même apporter un peu de notre poche parce que les billets d'avion sont assez chers. Et, J'imagine. euh, et souvent, le stage est payé par la fédération, mais nous devons payer les billets d'avion. C'est des stages qui se déroulent pendant combien de temps à peu près? Une semaine, 2 semaines, 3 mois? Bah, souvent, quand on part comme ça assez loin, on essaye de rester bien 3 semaines sur place pour un peu amortir le déplacement. Et ouais, c'est à peu près ça, 3 semaines. Non, c'est super top, c'est incroyable. Et pour toi, entre l'Australie et Ushuaia, c'est quoi la meilleure destination pour les stages? Ouah, bah, je sais pas, je dirais que c'est Il y a match, différent. il y a match. Ouais, c'est pas la même chose, mais chacun a ses points positifs et ses défauts, et je pense que ça se vaut, quoi. Ok, parfait, parfait, parfait. Une question que j'ai pas posée, c'est tu as commencé les Coupes du Monde à partir de quel âge environ? Mes premières Coupes du Monde, j'ai dû les faire à, à 17 ans, je pense. À 17 ans. Ah oui, quand Ouais, même. Ouais, c'est vers la fin du lycée, entre première et terminale. ouais. Mais par rapport à ça, comment tu gères le côté sport et aussi études? C'est sur la base d'horaires aménagés, dans des écoles particulières, ou alors comment ça se passe? Bah ouais, nous on est dans une région où bah, beaucoup de monde font du ski en club et à haut niveau, on va dire. Donc, ce qui permet moi j'ai eu des aménagements dès le collège où Ok. bah, dans mon collège on appelait ça les classes ski. Enfin, on appelle ça toujours comme ça et on a des après-midi de libérés durant l'hiver pour pouvoir aller s'entraîner sur les périodes d'école, quoi. Mais c'était des aménagements légers. Après, à partir du lycée, où là, je suis vraiment rentrée dans un ski-études, où bah là, il y a des vrais aménagements où au lieu de passer le bac en 3 ans, je l'ai passé en 4 ans. Et là, j'avais quasi tout l'hiver de libéré pour pouvoir m'entraîner. Donc, j'avais des travaux à rendre par mail ou des jours de retour obligatoires dans l'hiver, mais c'était très peu, ce qui me permettait de pouvoir partir en tournée n'importe où sans être bloqué entre guillemets par l'école. Et du coup, ouais, au lieu de faire mon bac en 3 ans, je l'ai fait en 4 ans. Et ensuite, je suis rentrée à l'université, pareil, qui était aménagée. J'ai fait un DUT qui, au lieu d'être en 3 ans, non, 2 ans, je l'ai fait en 3 ans. Je sais Ouais. plus. Mais à chaque Avant, fois, oui. l'université, c'était en 2 ans et c'est passé sur aménagement en 3 ans ou 4 ans. J'ai fait aussi un DUT, pareil, en 4 ans au lieu de 2 ans. Ouais. Bah voilà, on est dans une région où bah, beaucoup de gens ont cette problématique de faire du ski de haut niveau et des études. Du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal d'établissements qui proposent des aménagements et qui permettent de concilier les deux et tout en continuant le sport, assurer quand même un niveau d'études qui permet d'assurer la suite pour quand ça s'arrête, quoi. Nice. Et là, du coup, tu es toujours étudiante ou alors t'as arrêté les études totalement, tu es diplômée? Bah du coup ouais non j'ai fait un DUT, ensuite j'ai fait une licence et après cette licence ouais j'ai arrêté les études et là
je me consacre à 100% au ski. Et en parallèle aussi de tout ça, j'ai passé mon monitorat de ski. Très bien, Qui fait félicitations. Merci. Ce qui fait que j'ai aussi ce diplôme en plus qui me permet l'hiver d'être monitrice de ski. Et bah c'est pas négligeable parce que je sais que quand j'arrêterai, j'aurai ça dans la poche et ça me permettra directement de rentrer dans le monde du travail et de pouvoir commencer un peu plus sereinement la suite, quoi, la reconversion. Et juste pour les petits curieux, tu as un DUT, une licence dans quelle discipline? J'ai un DUT technique de commercialisation et une licence management de la relation commerciale. Si vous voulez, justement, il y a des parcours comme ça qui sont possibles. Mettez dans les commentaires si vous avez, vous aussi en tant que sportif de haut niveau, eu des parcours aménagés, si vous avez eu des formations particulières qui permettent l'aménagement encore plus facilité pour votre parcours. La question aussi, avant de passer aux choses vraiment sérieuses, parce que là c'était un peu l'entrée, ok? Mais on va passer aux choses vraiment sérieuses. Les JO, on est là pour ça, non? Voilà. Est-ce que aujourd'hui déjà, Camille, tu as envie à fond de ski de base, de ton statut de sportive olympique? Clairement non, c'est assez compliqué d'en vivre parce que c'est une petite discipline, on n'en entend pas beaucoup parler entre guillemets et c'est une discipline qui coûte cher déjà pour arriver au haut niveau c'est beaucoup d'argent parce que faut payer les déplacements, les compétitions et tout ça c'est cher. Ensuite une fois arrivé à la Fédé il y a des choses qui sont prises en charge par la Fédé, mais une autre partie qui est pas prise en charge à la Fédé, notamment mon préparateur mental, tout ce qui est un peu diététicien, une partie du médical qui est pas pris en charge toute l'année, ce qui fait que c'est quand même des frais et en soi, moi l'hiver, malgré j'ai quand même pas mal de partenaires qui me permettent on va dire, de vivre sereinement ma saison sans vraiment me poser de questions niveau budget. Mais par exemple, je peux pas me permettre de prendre un logement à moi. J'habite encore chez mes parents. Je peux pas me permettre. Il y a certaines choses que je peux pas me permettre et qui me permettent pas de vraiment vivre de ma passion, quoi. J'arrive à être bien, à être à peu près à zéro entre ce que le ski me coûte et ce que je gagne, mais j'arrive pas vraiment à me sortir de l'argent au point d'en vivre, quoi. Pour l'instant, et ça Pour va l'instant. venir. Là, on va passer, on va dire, à une partie 2, ok, puisque on est là de base pour un petit concept qui s'appelle Road to the But spécial, Road to Paris 2024, 2024. Pour le coup, dans le ski de boss, les JO, c'est tous les 4 ans, mais pas les mêmes 4 ans que le sport d'été, c'est un sport d'hiver. Donc, pour toi, ce sera les prochains JO en 2026. D'ailleurs, on a reçu précédemment Maë Meite, qui est skieuse artistique et qui a fait les JO de Sochi en 2014 et de Pyongyang en 2018. Okay, qui a fait top 10 pour la France, hein, voilà. Et aujourd'hui, je suis la deuxième sportive olympique de sport d'hiver que l'on reçoit. Et du coup, tu as fait également 2 Jeux olympiques, Camille. Quelles ont été ces éditions? Du coup, moi, j'ai fait Pyeongchang 2018 et Pékin 2022. Nice. Là, je travaille pour Milan 2026. 2026, ok. Comment s'est passée ta saison, ta qualification pour ces premiers jeux de Pyeongchang Ouais. 2018? Alors moi, 2018, ça a été vraiment une qualification un peu... ça m'a surpris, quoi. Je revenais de blessure, je m'étais blessée du coup en 2016, je m'étais fait opérer des ligaments croisés. Du coup, de 2016, la saison 2016-2017, j'ai pas skié. Et du coup, la saison 2017-2018, la saison des Jeux, je reprends la compétition. Et c'est sûr que dans un coin de la tête, j'avais l'espoir de me qualifier à ces Jeux Olympiques, mais je savais que ça allait être compliqué parce que c'était un retour de blessure et que
bah, le niveau était élevé et tout ça. Et, et la saison se passe plutôt bien, je remplis les critères demandés et je reçois un appel du chef de l'équipe de France à ce moment-là qui me dit bah écoute Camille, t'es sélectionnée pour les Jeux de 2018, c'est parti quoi. Et je me souviens de avoir il m'en a reparlé il y a pas longtemps et il m'a dit mais je t'ai appelé et j'avais l'impression que ça te faisait rien et en fait c'est juste j'étais tellement choquée, j'ai fait bah ah ok bon bah super et tout et j'ai même pas la première chose que j'ai fait après c'est appeler ma mère lui dire maman je crois que je vais aux Jeux Olympiques et c'est elle qui m'a dit mais c'est un truc de fou, enfin qui m'a un peu fait réaliser que c'était un truc de fou quoi, mais moi sur le moment je m'y attendais tellement pas que j'étais en mode bah waouh qu'est-ce qui se passe quoi. Et du coup un peu surprise. En 2018 tu avais quel âge, 20 ans? Ouais j'avais 20 ans. Tu as 20 ans et on t'appelle, le chef de l'équipe de France t'appelle pour t'annoncer par téléphone que tu es prise pour les Jeux Olympiques. Et complètement, tu étais tétanisé, tu n'arrivais pas trop à... Bah en fait, j'ai pas réalisé tout de suite. J'ai dit ouais, ok. Et franchement, j'ai répondu comme s'il m'appelait pour me dire bah Camille, on part en stage lundi, voilà, telle heure rendez-vous ici. Et franchement, j'ai pas réagi. Je sais pas, ouais, j'étais tellement. Ça m'a tellement. Surprise. Ouais, surprise et je savais que c'était un truc de fou, mais en même temps, j'arrivais pas à m'imaginer que j'y allais. Parce que c'est un rêve d'enfant et tout, et j'étais vraiment en mode bah ok bon bah super. Et après il y a tellement de choses qui se sont enchaînées parce que bah c'était pas tellement prévu que je parte à la base, du coup bah il a fallu que j'envoie plein de papiers, que je m'occupe de plein de trucs pour les dotations, enfin des petits détails qui font que bah je me suis retrouvée d'un coup à devoir gérer plein de trucs pour les jeux et c'est vraiment en appelant ma mère en lui disant maman je crois que je pars au jeu que c'est elle qui m'a un peu fait réaliser que ouais c'était un truc de fou quoi. Quelles étaient les attentes pour te qualifier? Il fallait faire des performances particulières en Coupe du Monde? Je sais que le comité international olympique pour ma discipline demande d'être dans le top 30 mondial. D'accord. Donc j'étais dans le top 30 mondial et après je me souviens plus exactement si la Fédé avait mis des critères spéciaux ou pas, mais en tout cas j'avais dû rentrer dans les critères puisque j'avais été sélectionnée, mais je me souviens plus exactement s'il y avait eu des critères spéciaux en plus quoi. Tu as dû recevoir tes dotations olympiques avec peut-être des gros sacs, avec différents... Peux-tu peut-être nous dire un peu c'est quoi la dotation olympique? Du coup, la dotation olympique, c'est pour chaque Olympiade, un partenaire. Il y a un partenaire pour l'équipe de France, pour les équipes de France et pour les qualifiés olympiques. Et l'année de Pyeongchang, c'était encore Lacoste. Donc, on a eu une énorme valise remplie de trucs Lacoste pour notamment la tenue pour la cérémonie d'ouverture, la tenue s'il y avait podium, les tenues qu'on devait porter quand on se baladait dans le village olympique, enfin plein de choses pour pouvoir être habillé en Lacoste à chaque fois qu'on nous voit sortir du village, à chaque fois qu'on était dans l'enseigne olympique quoi. Et ensuite il y a aussi nous on a des tenues de ski qui sont faites par Sun Valley et pour les JO il y a des critères assez spéciaux. Faut que les sponsors soient d'une certaine taille, faut pas qu'on voit certains sponsors, il y a plein de choses c'est assez important parce que c'est contractuel on va dire. Oui, voilà. Et du coup, ce qui fait que on a reçu aussi des nouvelles tenues de ski faites spécialement pour les JO. Et ça arrive dans une énorme valise et tu déballes tout comme un petit enfant et tu dis ça c'est pour ça, ça c'est pour ça. Et ouais, c'est vraiment. D'ailleurs, j'ai encore toutes les tenues. Elles sont bien rangées chez moi, bien pliées et je les garde en souvenir. Est-ce qu'on peut demander à Camille exceptionnellement de voir au moins une veste ou quelque chose comme ça durant
ce petit live. Euh, Alors, est-ce que il me reste des trucs? Incroyable Parce ce que qui se passe là. j'ai tout rangé. Est-ce que ah bah c'est pas de Pyeongchang, mais c'est de Pékin. Donc Pékin. c'était le coq sportif à Pékin. Ok. Et ça, c'était Top un sportif des à petits Pékin. lots qu'on avait eu Ok, avec donc ça, le c'est France dans la le dos. tenue officielle que tu as reçue pour les JO, que tu nous montres C'est comme une, ça. c'est une des tenues officielles. Enfin, c'est un des objets officiels que j'ai reçu, ouais. Parce Donc, qu'après, as-tu des non, c'est médailles, tout rangé. des accréditations, tout ça, qui sont par-ci par-là? Bah là, j'ai mon accréditation pareil, de Pékin. Ok. Wow, la VIP. Et, et là, j'ai mon dossard et avec mon accréditation à l'intérieur de Ouais, Pyeongchang. je vois. Incroyable, incroyable. Juste pour ce portage que Camille nous fait à l'instant, ok, je demande qu'il y ait au moins 100 likes, 100 pouces bleus, 100 pouces vers le haut sur cette vidéo, parce que littéralement, Camille là, elle fait le taf, les gars, elle fait le taf. Wow. Bon, ceux qui veulent rêver, littéralement, ok. Là, c'est réel. C'est pas seulement un rêve, ok. C'est bien réel. Ok, ça se passe maintenant. Ok, ah, incroyable. Il se passe des choses. Ok. Et du coup, sur place, comment ça se passe quand t'es arrivé le jour de la compétition? Comment tu t'es senti? Parce que, à mon avis, c'est pas anodin. Il y a peut-être une pression, il y a peut-être des attentes, il y a peut-être des gens qui t'encouragent. Comment tu te sens à ce moment-là et comment tu as géré la compétition? Bah franchement, pour Pyeongchang, moi, c'était vraiment de la découverte, quoi. Enfin, tout était nouveau pour moi et on est une petite discipline, ce qui fait que quand on arrive dans un énorme événement comme les Jeux Olympiques, bah tout nous paraît tellement énorme. On se retrouve, bah déjà on se retrouve toutes les disciplines tout ensemble au même endroit et ça, rien que ça, enfin, je trouve ça tellement enrichissant et trop cool. Et après je regardais tout avec des yeux bah, j'avais des étoiles dans les yeux dans tout ce que je faisais, tout ce que je voyais. J'ai vraiment profité de ces jeux à fond. C'est sûr que bah, dans la tête, j'avais envie de performer. Je savais très bien que j'étais pas favorite, enfin que j'étais un peu là en outsider, quoi, que j'étais pas une favorite du tableau. Mais j'avais envie de bien faire parce que bah, je reste quand même une compétitrice dans l'âme et j'avais envie de performer. Mais je l'ai un peu pris à la cool, entre guillemets, sans vraiment trop me mettre de pression. Parce que j'avais aussi envie de profiter de cette expérience pour emmagasiner bah, plein de choses et plein d'expériences parce que je savais que mon objectif, c'était aussi d'aller au prochain jeu et je savais que tout ce que je vivais là, ça pouvait me servir pour gérer au mieux les jeux d'après. Et après, ouais, c'est sûr que bah, je me suis un peu mis la pression toute seule, entre guillemets, parce que bah, j'avais envie de bien faire et j'avais pas envie d'aller au jeu juste pour dire d'être allée au jeu. J'avais envie de faire quelque chose de beau. Et voilà, je me rappelle que c'était une piste assez compliquée, assez technique. J'ai eu un peu de mal à me mettre en place dessus, mais j'arrive à faire un premier run. Il a fallu que je fasse un deuxième run et je savais que si je voulais que j'améliore mon résultat, fallait que j'en mette un peu plus, que j'aille un peu plus vite, que je saute un peu plus gros. Malheureusement, c'est pas passé, mais bon, j'ai essayé au moins. J'avais rien à regretter. Et en plus, mes parents avaient fait le déplacement à Pyeongchang. Ils avaient réussi. Wow. Ouais. Pyeongchang, c'est en Corée. Exactement. C'est en Corée du Sud. Ouais. Et oui, bah, dès que mes parents ont appris ma qualification, ils ont fait en sorte de se débrouiller pour pouvoir être en bas de la piste. Et c'était important pour moi qu'ils soient là pour mes premiers Jeux Olympiques et qu'ils vivent ça avec moi. C'était vraiment incroyable. Et voilà, ça c'était les premiers Jeux. Les deuxièmes, ça a été un peu différent parce que c'était en plein Covid. Ouais, et là, on a eu une autre pression qui était ne pas attraper le Covid. On a passé un hiver assez difficile parce que bah,
si on était testé positif, on pouvait pas partir et en plus ça pouvait mettre en péril toute l'équipe, quoi. Donc c'était assez compliqué à gérer tout au long de la saison. Et arrivé là-bas, c'était un peu l'horreur. On était testés tous les jours. Personne n'osait trop se parler, se voir. Quand on mangeait, on était séparés par des vitres. Enfin, c'était un peu anxiogène comme ambiance. Et c'est vrai que ces deuxièmes jeux, je les ai un peu moins bien vécus, on va dire, parce que c'était moins féerique et ouais, c'était un peu plus anxiogène entre guillemets, parce que c'était dans une ambiance où personne se sentait vraiment bien, tout le monde avait un peu peur de tout le monde. Et ça, c'était vraiment au niveau de la vie du village olympique, c'était un peu bizarre, quoi. Et ensuite, après pareil, j'étais là-bas pour performer, j'ai fait le mieux que j'ai pu. Et voilà, maintenant j'attends avec impatience les prochains à Milan en 2026 pour pouvoir vraiment faire. Voilà, exactement. Et juste pour se resituer, quels ont été tes meilleurs classements sur les Jeux de Pyeongchang et de Pékin? Pyeongchang, il me semble que je sais même plus. Pyeongchang, je dois faire Pékin. Pékin, il me semble que je fais 20. Attends, je vais regarder. Non, je t'en prie, vas-y. 18e. À Pékin, je fais 18e. Et à Pyeongchang, je dois faire 20. Ok, d'accord. Donc tu gagnes quand même 2 places. 22e à Pyeongchang. 22e à Pyeongchang et 18e à Pékin. À donc Pékin. Tu gagnes 4 places. Oui. Ok. Et qu'est-ce que alors, est-ce que tu étais au même niveau que d'habitude par rapport à ce que tu as produit au jeu? Ouais, je pense que j'étais à ces 2 JO, j'ai fait le mieux que je pouvais faire. Après, les Jeux Olympiques, c'est vraiment les 30 meilleurs mondiaux, donc c'est vraiment 30 filles au départ qui sont dans les 30 meilleures mondiales, donc c'est quand même du bon niveau. Moi, je sais que en 2018 et en 2022, j'avais pas le niveau d'aller faire une médaille. J'avais le niveau, je pense, de me glisser dans le top 20, dans le top 16, ça c'était jouable, je pense. Après, c'est des jours où les JO, c'est la course d'un jour. Si une fille est plus en forme que toi ce jour-là et fait quelque chose de mieux que toi ce jour-là, c'est elle qui est devant. Et après, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer? Je pense que ce qui m'a manqué, c'est moi, ce qui pêche un peu dans mon ski depuis quelques années, c'est la vitesse. Je pense que ce qui m'a manqué, c'est un peu de vitesse pour skier plus vite. Et après, du coup, la vitesse, ça joue aussi dans la globalité. Ça rend le ski plus agressif. Un ski plus agressif, les juges, ils aiment mieux. Ça fait sauter plus gros. Du coup, sauter plus gros, ça fait des plus beaux sauts. Donc, c'est un peu... c'est un peu dans la globalité. Ouais, voilà. Et mais après, oui, je sais que pour ces deux Olympiades, j'avais pas le niveau d'aller chercher une médaille. Bien sûr, j'espérais dans un coin de ma tête, mais je savais que c'était très dur. Et moi, j'y allais vraiment pour donner le meilleur de moi-même. Et pour ces JO-là, ce jour-là, le meilleur de moi-même, c'était 22e à Pyeongchang et 18e à Pékin. Là, on est en 2024, donc dans 2 ans. Enfin, on est en juin, donc dans un peu moins de 2 ans, quasiment dans 1 an et demi. Il y a les JO de Milan 2026. Donc, quelle est ta vision par rapport à Milan 2026? Quelle serait en gros ta performance idéale pour ces Jeux de Milan? Moi là vraiment Milan, j'y vais avec l'objectif d'une médaille. Surtout qu'à Milan, il y a une nouveauté, c'est que avant, pour nous aux Jeux Olympiques, donc il y avait que la discipline single, donc quand on descend tout seul sur notre piste. Et à Milan, c'est nouveau, il y aura pour la première fois aux Jeux Olympiques le duel.
Donc ça nous fait double chance de médaille, alors qu'avant on n'en avait qu'une. D'accord. Ouais, je vois, Ouais. je vois. Et du coup, moi l'objectif là à Milan, c'est vraiment d'y aller pour ramener une médaille. J'ai encore une saison et demie pour m'y préparer et aller chercher le meilleur pour être prête à 100% pour cet événement-là. Et Ouais. voilà, l'objectif c'est vraiment la médaille et je sais que je vais pouvoir me préparer pour et que c'est pas inatteignable comme objectif pour 2026. Incroyable. Ben, écoute, c'est tout ce que moi je souhaite et c'est tout ce que la communauté te souhaite. Ok, des flaps pour Camille Cabrol, s'il vous plaît. Tu penses faire plutôt, être plus performante sur le solo ou alors sur le duel? Ouais, Très bonne question. Hein. ouais, très bonne question. Franchement, j'en sais rien. Surtout que, franchement, en ski de boss, le duel, c'est vraiment. C'est pas forcément les meilleurs skieurs qui gagnent parce que, c'est assez aléatoire, entre guillemets. Tu peux tomber sur un bon tableau ou alors tu peux tomber contre une tête d'affiche qui tombe pendant son run, du coup, c'est toi qui passes. Donc, C'est je incroyable. dirais que le duel, c'est quand même plus. C'est plus aléatoire et il peut y avoir plus de surprises entre guillemets. Après, moi, j'aimerais quand même ramener pourquoi pas une médaille dans les deux disciplines. Et en vrai, après, je sais pas. Le duel, c'est tellement du aléatoire et enfin, ça peut tellement être aléatoire et il peut tellement tout se passer que Ça reste pourquoi ouvert. pas, quoi. Ouais, Ok. voilà. Ok, je vois, je vois. Et tu penses aller ensuite sur les JO de 2030? 2030, ça fait loin pour moi. J'aurai plus de 30 ans. 33 ans. J'ai fait Ouais. calcul. Ouais. Non, franchement, pour le moment, j'ai vraiment dans le viseur 2026. C'est vraiment mon objectif. Et je verrai après comment ça se passe. Si je sens que c'est la fin et que j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai là. Si j'ai encore envie de faire tirer jusqu'au 2030, j'irai jusqu'à 2030. Franchement, là pour le moment, j'ai vraiment 2026 en ligne de mire avec des gros objectifs et je verrai après pour 2030. Mais c'est vrai que 2030, non, la France est quand même très bien placée pour les avoir et c'est vrai que ça. Wow! Attends. Pause. Les JO 2030, JO d'hiver 2030, s'ils sont en France, excuse-moi, à mon avis, tu vas réfléchir. Ouais, c'est sûr que ça va peser. C'est sûr que ça va peser dans la balance parce que avoir les athlètes de Paris diront mieux que moi, mais avoir les JO dans son pays, ça doit être un truc de ouf. Et après déjà Milan, c'est pas très loin de chez moi, donc c'est un peu comme si c'était à la maison. Mais oui, si les JO de 2030 sont actés en France, la question sera un peu plus. Il y aura un peu plus de questions à se poser avant de prendre une décision. Nice. Ok, Camille, on va commencer sur les petites questions de conclusion. Ok. Du coup, dis-moi, quel est ton top 5 all time des meilleures skieuses de boss pour toi? Je dirais Perrine Lafont, c'est ma copine d'équipe de France. Ben écoute, il faut qu'on accueille, il faut qu'on l'accueille, non? Ok, ça, on verra ça. Non, mais oui, franchement, top 1, ce serait Perrine, qui en plus est ma copine aussi dans la vraie vie et a vraiment un palmarès. Je pense que c'est la meilleure, pour moi, la meilleure skieuse de boss du monde de tous les temps. De tous les temps, carrément. Ouais. C'est peut-être pas objectif, mais. C'est la question.
Ta copine ou bien c'est parce que tu le penses vraiment? Non, non, c'est ma copine, mais je le pense vraiment. Enfin, son palmarès le dit pour moi. C'est factuel. Euh, Vraiment, elle a. Oui, oui, oui. C'est la skieuse de boss qui a le plus de titres mondiaux. C'est Ok. Enfin, pour moi, oui, c'est vraiment la meilleure skieuse de boss de tous les temps. Après, oui, c'est ma copine, mais les résultats le prouvent aussi. Très bien. Ensuite, bah, je dirais Michael Kingsbury qui lui est le meilleur skieur. Enfin, niveau résultat, c'est vraiment le boss. Il a tout gagné et il a explosé tous les records en ski de boss. Ok, très bien. Ensuite, je dirais Karitra, qui est une skieuse norvégienne, qui elle a fait vraiment, enfin pas de mon époque, elle est un peu plus vieille que moi, mais elle a vraiment fait progresser le sport chez les filles, notamment Ok. en étant la première à faire des sauts assez compliqués en compétition. Enfin, une des premières à faire des sauts techniques. Et, ouais, vraiment, c'était une de mes inspirations quand j'ai commencé le ski de boss. Ensuite, il y a Anna Kearney, qui pareil est une américaine qui, avant Perrine, avait vraiment tout cassé et tout raflé, plusieurs médailles olympiques, plusieurs titres mondiaux, plusieurs globes de cristal. Enfin, vraiment, pareil, Incroyable. elle a vraiment révolutionné le sport. Et ouais, voilà, après, il y a aussi. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est déjà pas mal, ouais. Ok, ok, ok. Quelle a été ta plus grande réussite? Selon toi, ta plus belle réussite de cœur, en tout cas. Hum, Bah, je dirais que c'est un peu philosophique ce que je vais dire, mais c'est d'avoir continué et d'avoir persévéré. J'ai eu 2 grosses blessures au genou, donc comme je disais, je me suis fait opérer du ligament croisé à droite et à gauche. Euh, et de pas avoir baissé les bras et d'avoir continué à persévérer pour pouvoir performer dans mon sport. Je dirais que c'est vraiment ça une des choses dont je suis le plus fière et d'avoir vraiment tout Bien, c'est donné et bien. de mettre toutes les chances de mon côté pour essayer de performer le plus possible. Bah, écoute, déjà, c'est très très bien. Des flammes pour Camille, s'il vous plaît. Et ben, je pense que c'est une très belle transition pour toi. Quelles sont les trois principales clés de réussite que tu donnerais à Camille quand elle a commencé le ski de boss? C'est-à-dire, Camille, là, à 10-11 ans, ok, tu lui parles. Quels seraient, selon toi, les trois meilleurs conseils que tu lui donnerais pour qu'elle puisse atteindre le plus haut niveau? Bah pour commencer, je dirais fais-toi plaisir. Parce que pour moi, le plaisir, c'est la chose la plus importante pour performer dans notre sport, enfin dans le sport en général, et dans la vie tout court. Ensuite, ce serait fais-toi accompagner des bonnes personnes. Entoure-toi des bons coachs, des bons prêts mentaux. Fais-toi soutenir par les bonnes personnes. Et ensuite, bah, la persévérance. Persévère parce que la persévérance et le travail, ça te permettra d'acquérir tout ce que tu veux et de devenir la meilleure version de toi-même. C'est ça. Mais en fait, comme dirait un éminent monsieur sur YouTube qui s'appelle Patrick Burensteinas, ceux qui veulent pour en chercher, la persévérance, persévérer. Percez et vous verrez. Juste tout. Voilà. Ça, c'est pas mal. Ok. Ouais, j'avoue. Quel est du coup l'objet qui est en lien avec la discipline que tu utilises le plus au quotidien? Le plus au quotidien. Je dirais mon complexe. Pourquoi ton complexe, c'est ça? Ouais. Ok, mais tu dis ce que c'est un peu parce que je connais, mais Bah, il est là, tu vois, il est à côté de mon lit. impeccable. C'est une petite machine comme ça, là, avec des électrodes que tu te branches selon où t'as mal.
Et puis c'est un kiné portatif, je dirais. Yes, yes, yes. En gros, ça permet de pouvoir récupérer musculairement après une séance d'entraînement ou alors quand il y a une blessure ou alors voilà. Ou bien après un voyage, carrément, ça permet en fait de vasculariser davantage la zone musculaire et du coup, ça change de vie. Ouais. Ça change de vie. Nice! Ok. Dis-moi, Kaby, peux-tu choisir un chiffre entre 1 et 5? Bah 5. 5, magnifique, ok, ok. T'es sûr? 5, parfait. Ok. Ouais. Roulement de tambour, si tu veux partir quelque part sur Terre pendant 5 semaines avec 5 personnes, avec 5 objets, tu partirais où et avec qui? Alors je partirais du coup avec ma famille, donc mes 2 frères et mes 2 parents. Waouh! Et j'amènerais quelqu'un en plus. Soit mon copain, soit une copine. Je sais pas, je verrai sur le moment. Ok, très bien. Et franchement, 5 semaines, je pense que je ferai un tour de plusieurs pays. Un peu un tour du monde en 5 semaines. Ah ouais! Et 5 objets. Mes baskets de sport. Yes, ça fait 1. Mes lunettes de soleil. 2. Ah, belle gosse et tout, hein? Ouais. Mon téléphone, je pense. À la base, comme tout le monde aujourd'hui. Ouais, voilà. Mon complexe, du coup. Oui, le complexe, le fameux complexe, ok. Et un livre. Et des livres. Wow. Quel livre en particulier, quel titre? Je sais pas, moi. Enfin, j'aime bien. Là, récemment, j'ai terminé un livre de Maud Anoukouen. Respire, celle qui a écrit Kilomètre Zéro. Kilomètre Zéro, je sais que ça a fait un gros buzz. Et là, j'ai lu son deuxième qui s'appelle Respire. Et c'est des livres un peu des histoires sur un peu aussi un fond de développement personnel. Et, et j'aime bien ce genre de livre, ou alors j'aime beaucoup les trucs un peu d'horreur avec des histoires un peu sordides. Ah donc, ouais, ça ouais, change, c'est plutôt double. Trop bien ça. Okay. Nice, ouais, voilà. Impeccable. Ah bah écoute Camille, est-ce que tu as un mot de la fin, comme ça on pourra conclure en beauté. Non, bah écoute, merci à toi de m'avoir écouté et de m'avoir permis de m'exprimer un peu sur mon sport, de pouvoir partager avec des personnes intéressées comme toi, c'est toujours super cool et agréable. J'espère que mon intervention aura plu à tout le monde et que si vous avez des questions ou que vous voulez suivre un peu mes aventures, je vous laisse me suivre sur Instagram. Et puis après, écoutez, j'espère que vous aurez kiffé cet épisode et que les prochains et tout seront voilà. Ça se passe pas bien et tout, que tout le monde et tout va apprécier. Et s'il y a des questions à poser à Camille, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires. Camille, on peut te retrouver sur Instagram. Donc du coup, c'est Cam Cabrol, c'est AMKBROL. Donc dans tous les cas, on va l'afficher juste ici, là. Voilà. Et du coup, merci à toi pour ta disponibilité, pour ta réactivité, puisque par email sur mon équipe et tout, qui m'a dit que Mathilde a répondu ça, c'était super top. Okay. Donc ça c'est top. Et sur ce, abonnez-vous sur la chaîne YouTube JN Crétinoir. Voilà. Si vous voulez voir l'épisode suivant, ok. En stock en stock. On a, pour le coup, on a peut-être Perrine qui va peut-être passer, on ne sait pas, à voir. Mais on a des participantes de Koh-Lanta. Ben oui, c'est aussi sport. Hein. On a aussi des entrepreneurs qui génèrent pas mal de finances dans leur activité. C'est super intéressant. On a aussi des gens qui sont, que vous connaissez peut-être. En tout cas, abonnez-vous. Maintenant, activez la cloche et du coup, on se dit à la prochaine. C'était JN Camille pour vous servir Topology.
Peace.